Give a dream, encore une fois, il y a un rêve. Parce qu'en fait, ce qui est important, moi, je me dis que c'est les rêves qui m'ont sauvé. Si je n'avais pas eu le rêve de devenir footballeur professionnel, je pense que peut-être j'aurais, sans mentir, j'aurais peut-être mal tourné ou en tout cas, je n'aurais pas été aussi heureux que je le suis actuellement. Ouais. Donc, les rêves nous permettent de pouvoir avoir des limites et de pouvoir nous encadrer. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bako et pour le deuxième épisode de la série de podcast Itinéraire bis qui va retracer le parcours de nos invités qui ont su vivre du foot sans pour autant être footballeurs et surtout vivre de leur passion. Donc j'espère que vous allez apprécier et on va accueillir tout de suite notre deuxième invité. Bonjour Mamadou. Bonjour. Tu as quitté, médecin du bonheur. Très content de te recevoir en tout cas. Merci, le plaisir il est partagé. Ça fait un moment que je te guette. J'ai vu ton We Hustle comme je t'ai dit en off et pour moi tu étais parfait pour Itinéraire bis. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. J'aime partager et cette interaction avec les gens et c'est vraiment ce qui m'anime, donc avec grand plaisir. Je te laisse d'abord te présenter rapidement, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui vont te reconnaître. Alors, Mamadou Diakité, moi j'ai tendance à dire que je suis un citoyen du monde, un philanthrope, quelqu'un qui aime la vie. Après, effectivement, si je devais me définir par une profession, en tout cas, c'est que je suis un ancien, effectivement, footballeur professionnel. Et aujourd'hui, justement, je fais pas mal de choses, dont effectivement coach en développement personnel. Je suis préparateur mental. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle Give a Dream, président fondateur. Et surtout, je suis quelqu'un de très heureux et j'essaie de transmettre au maximum ma joie de vivre, ma gaieté aux personnes qui m'entourent. Tu m'as déjà fait sourire. C'est déjà ça. Donc, tu as une carrière assez riche, avec pas mal de clubs. T'as fait on va voir si j'ai bien travaillé. Metz, Moucron, Jeddah, Al-Ahli, Budapest. Budapest, c'est Toubal. Alors, c'est pas en ordre. C'est fait exprès peut-être? Non, c'est pas fait exprès. Okay. Je vais te le faire dans l'ordre. Tu as commencé à Metz. Alors, j'ai commencé à Caen. À Caen, ouais, j'ai d'abord commencé à Caen. Voilà. En fait, ma formation s'est faite en deux temps. Elle s'est faite d'abord à Caen, au SM Caen, et ensuite je l'ai poursuivie au FC Metz. C'est ça. Et tu as commencé en pro à Metz? Non, j'ai commencé en pro paradoxalement au Portugal. À Setúbal? À Setúbal. Mais 6 mois plus tard, je suis revenu à Metz pour signer mon premier contrat pro. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 2 passages à Metz. Exactement, il y a eu 2 passages à Metz. Celui de la formation et celui de mon passage professionnel. J'ai tendance à dire qu'il a fallu que j'aille d'abord au Portugal signer un contrat pro pour qu'au FC Metz, on me donne un tout autre statut. Donc ensuite, après Metz, j'ai été en Belgique. Moucron. J'ai été à Moucron exactement. Ensuite, j'étais au Qatar d'abord. Du Qatar, je suis passé par la Hongrie. De la Hongrie, je suis passé par l'Italie. Après, j'ai fait des petits clubs, effectivement, par l'Égypte ou par la Grèce, mais en fait, c'est des contrats qui finalement n'ont pas abouti. Donc, ce n'est pas forcément des clubs qui t'ont marqué plus. Exactement, je n'y ai pas vraiment joué, quoi. Ça veut dire que c'était des problèmes contractuels qui ont fait que je devais prendre bagage. Et, voilà. Franco-malien? Franco-malien et international, avec peu de sélection, mais international. T'en as combien? J'en ai 2 ou 3. Ah, ça y est, je t'ai déjà dépassé. Exactement. Et champion de France de Ligue 2? Champion de France de Ligue 2. J'ai vu ça aussi. Avec le FC Metz, avec Ludo Bragnac, avec qui tu as joué, je crois. Bragnac, non. Ah, t'as pas joué avec Bragnac? Non, j'ai pas joué avec Bragnac. Il me semblait. Non, je l'ai raté. Ok. Je suis encore jeune, moi. Ouais, c'est vrai en plus. C'est que 25 ans. Exactement. Donc, carrière bien riche, mais qui va s'arrêter à 29 ans, 30 ans? C'est ça, très tôt. Bien riche et bien pauvre à la fois. Riche parce qu'effectivement, j'ai toujours combattu pour toujours me relever. Parce qu'en fait, on énumère effectivement les clubs, mais il faut savoir qu'entre les clubs, il s'est passé souvent 1 année ou 2 années où j'étais sans club. D'accord. Donc, parce que parfois ça me saoulait. Et je crois que ma carrière, c'est ça aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours jonglé entre je suis dans un club et que ça se passe mal parce qu'on ne me paye pas ou parce que j'ai des problématiques avec un entraîneur quelconque. Et finalement, je reprends la case d'être sans club avant de repartir pour d'autres aventures. Donc, c'est vrai qu'elle a été riche, mais en même temps, elle a été pauvre dans la mesure où je n'ai pas pu poser mes affaires et me concentrer véritablement, avoir la stabilité de me concentrer sur un club en fait. Et ça a un peu écorché ta passion? Bien sûr, parce que tout ça, c'était semé d'embûches.
avec énormément de blessures. Et je crois qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est souvent ce qui m'a fait défaut à moi, c'est les blessures. Je crois que j'avais un gros potentiel et je n'ai pas de difficulté à le dire, mais que j'avais un problème avec les blessures et bien évidemment cela a engendré aussi j'allais dire une défaillance psychologique. T'as eu quel type de blessure Alors, je me suis fait opérer des ligaments croisés, je me suis fait opérer des pubalgies, et à la fin, je me fais aussi opérer du 5e métatarse. Ouais, t'as eu tous les trucs relous pour les footballeurs. Tu galères pour revenir, tu passes par des périodes de doute, tu comprends pas, tu dis j'arrête, mais il faut que tu continues. Toutes des choses qui créent de la névrose. Et pendant carrière, t'as déjà pensé à arrêter, à cause de ces blessures notamment ? Plus à la fin. Plus à la fin. Ouais, vraiment à la fin, à partir de la Hongrie. Il faut savoir que je suis passé par la Hongrie avant d'aller en Italie. Et à partir de la Hongrie, je commençais à me poser les questions. Et quand j'arrive en Italie et qu'effectivement, il y a encore des problèmes de santé, là, ouais, je commence à me dire, bon, il serait peut-être temps que tu arrêtes. Et quand tu te dis, il serait peut-être temps que tu arrêtes, tu te dis aussi, il serait peut-être temps que je fasse autre chose, j'imagine ? Non, justement. Pas du tout ? Pas du tout. En fait, c'est des questions qui m'effleurent, mais en soi, j'en prends pas véritablement conscience. C'est-à-dire, je me dis, peut-être qu'il faut que tu arrêtes, mais non, mais tu vas pas arrêter. Bah si, parce que... Et en fait, justement, c'est l'après. C'est l'après que je vis très mal et que je connais une grosse dépression. C'est l'après Italie, Crotone plus précisément, où je m'engage là-bas et que je me reblesse par la suite. Le club n'est pas satisfait. Ils se disent, attends, lui, on vient de le récupérer, il se blesse tout de suite. Donc ça devient très compliqué. Et moi, il faut savoir que j'avais eu cette situation déjà en Hongrie. Ouais. Je l'avais eu aussi au Qatar, parce que j'arrive au Qatar, je me fais les ligaments croisés. Donc pour moi, ça faisait beaucoup. Compliqué les ligaments croisés au Qatar. C'est tombé. On ne me serrait plus la main. J'ai très mal vécu. Vraiment, vraiment. Ouais. C'est là où je me disais, j'ai appris véritablement que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que je n'ai jamais autant gagné d'argent qu'au Qatar. Mais pourtant, dans ma vie, je n'ai jamais été aussi triste qu'en étant au Qatar. Donc, j'ai véritablement compris que l'oseille, c'est important, on en a besoin, confort de vie. Mais quand l'intérieur n'y est pas, c'est mort. Ouais, c'est qu'un outil. C'est ça. Vaut mieux être bien outillé, mais ça ne fera pas forcément un bon produit fini. Exactement. Ouais. Ok. Et donc, tu arrêtes ta carrière, 29-30 ans. Concrètement, tu fais quoi dans l'immédiat ? Parce que 29-30 ans, c'est jeune. C'est très jeune. On a l'impression d'entendre un mec de YouTube qui vend des formations à tout va, retraité à 29 ans, 30 ans. Et en fait, non, parce que tu me dis que tu es en dépression. Dépression, ouais. 29-30 ans. Et donc, tu fais quoi ? Dépression, alors en fait la dépression elle vient progressivement dans la mesure où moi j'ai toujours eu un pied dans la musique, donc à cette époque-là je suis toujours aussi proche d'un Maître Gims ou d'un artiste, enfin bref de tous ces artistes-là où je décide de partir un peu avec eux. Donc on peut me voir sur scène avec la section d'assaut, on peut me voir avec Soprano, on peut me voir avec VG Dream et en fait j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de connaître autre chose, j'ai envie de penser à autre chose. Et jusqu'au jour où je me dis que effectivement, je suis avec ces artistes-là qui montent sur scène, j'assiste à leur showcase, c'est cool. Sauf que eux, c'est leur métier. Eux, à la fin du showcase, ils prennent ce qu'ils doivent prendre et voilà. C'est leur vie. C'est leur vie, c'est leur métier. Ils gagnent leur vie avec ça. Sauf que moi, rien. Je rentre chez moi, au contraire, j'ai plus, entre guillemets, gaspillé de l'argent plus qu'autre chose. Et là, c'est véritablement là où j'entre dans une dépression. Où là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai quitté chez moi pour aller au centre de formation quand j'avais 15 ans. J'ai comme bagage un simple BEP vente. Je ne sais faire que du football. Je ne sais rien faire d'autre. En tout cas, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Et là, je connais une dépression qui fait que je m'enferme. Je m'enferme chez moi. Je ne sors plus trop. Je ne sors plus. Je ne réponds plus au téléphone. Je ne veux plus être en contact avec l'extérieur. Avec l'extérieur ou les gens du foot ? Les gens du foot et l'extérieur. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en vérité, même avec ma famille, je ne répondais plus au téléphone. Beaucoup moins. Le strict minimum pour dire « ouais, ça va, je suis là pour pas que maman s'inquiète ». Mais en vrai de vrai, je souffrais. Et avec le monde du football, c'était pire. Parce que j'avais une forme de frustration. En fait, j'étais pas aigri en soi. Je n'ai jamais été quelqu'un comme ça. Mais à cette époque-là, moi, je suis de la génération à Momo Sissoko, à Alassane Adjara.
Voilà, eux, ils étaient encore là, l'autre au PSG, l'autre, il était au Real Madrid, je m'en souviens plus. Voilà, et pour moi, j'étais très content pour eux parce que ça reste mes frères. Mais à côté de ça, je me suis dit, mais toi, t'es là, tu fais quoi en fait? Tu joues plus, t'es blessé, t'es pourri, t'es Un nul. espèce de sentiment d'échec où Exactement. tu as l'impression, entre guillemets, que tu n'as rien fait, que tu sers à rien Exactement. et tu Ouais. pourras rien faire. Ah, c'était dur ça. Et en plus, à ce moment-là, j'imagine que... Enfin, j'imagine. Est-ce que tu sais ce que c'est une dépression? Non. Parce que là, tu me dis, Ouais. j'étais en dépression, mais à ce moment-là, est-ce que Non, tu sais que tu... non, je l'identifie justement quelques mois, quelques années plus tard, ça. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas une dépression. Nous, on est issus de familles où c'est très pudique. Tu peux pas dire que tu es en dépression. On va dire, attends, si tu me racontes ça, c'est un truc qui vient pas de chez nous. Donc à ce moment-là, moi, c'est pas une dépression, c'est que je suis dans une mauvaise période. C'est que par la suite, je me rends compte qu'en fait, il n'y a plus rien qui m'animait, il n'y a plus rien qui me motivait, que j'aime dire que je m'abandonnais, quoi. Ouais, ouais. Et comment tu te relances? Comment tu relèves Bah, en fait, je commence à m'intéresser à moi-même. Et en fait, je commence à me poser des questions. Et les questions que je me pose, d'abord, c'était de savoir qu'est-ce que je peux faire. Mais c'était une mauvaise question, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en vrai de vrai, on peut faire des tas de choses. Et en fait, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok. Et quand je me pose cette question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? À la base, je cherchais même un corps de métier. Parce qu'à côté de ça, j'ai une bonne carrière, mais ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais arrêté le football. Donc en soi, il fallait aussi gagner sa vie. Ouais. Et quand je me pose cette question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Finalement, ça ne me dirige pas vers un corps de métier, ça me dirige vers la création d'une association. D'accord. Voilà. Et c'est la création donc, de cette association, là on est en peut-être 2015 ou 2016, donc mon association qui s'appelle Give a Dream. Et là je me dis, je ne sais pas ce que je peux faire, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'aider les autres. D'accord. Et là ça me ramène tout de suite vers Give a Dream, vers l'humanitaire, parce que pour moi c'était commencé par mon pays d'origine qui est le Mali. Et c'est à ce moment-là que déjà je commence à me sentir mieux. Je commence à trouver un peu plus de sens dans ma vie et je commence un peu plus à m'éveiller, à m'épanouir et à me poser des questions existentielles, à savoir ce que je suis venu faire ici. Et quand tu as d'abord cette idée-là d'association, au début c'est qu'une idée. Mais j'imagine que c'était ta première association. Comment tu t'y prends? Comment tu te lances? Avec qui? Par où tu commences en gros? Alors, l'avantage que j'avais, c'est que déjà, j'ai mon grand frère qui, lui, avait déjà une association au cœur de notre quartier populaire. Et, alors, je passe paradoxalement pas par mon grand frère, je passe par un de mes amis qui s'appelle Ahmed Meïté, d'ailleurs, je lui passe un salut. Et je l'appelle et je lui dis, frérot, toi, tu as ton association, dis-moi comment on fait et tout. Donc, il m'explique comment monter son association, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment savoir ce que je peux faire avec l'association. C'était très important pour moi que j'aille me renseigner, de savoir tout ce que je peux, tout ce que finalement je peux faire avec cette association et tout ce que je ne peux pas faire avec l'association. Donc, c'est à partir de là que ça fait sens pour moi, que je prends des rendez-vous à la maison des associations, que j'étudie le truc et tout. Et là, je me lance et donc c'est la création de Give a Dream. C'est paradoxal en vrai parce que tu me dis que tu as pensé à toi, tu as pensé à ce que tu avais envie et en fait, c'était aider les autres. Exactement. Et en fait, ça a fait sens pour moi justement il y a quelques années plus tard. Parce qu'en vérité, je me suis rendu compte que penser à moi, c'est penser aux autres aussi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, et là on va faire avance rapide, que je ne cesse de dire aux gens, devenons la personne la plus importante de notre vie. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu fais de toi quelqu'un d'important, tu vas forcément beaucoup plus apporter aux personnes qui sont autour de toi. Et en pensant à moi, en fait, je me suis posé une question toute simple. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui me ferait mener une vie en totale symbiose avec ma personnalité? Et là, ça ne me dirige pas vers un corps de métier, ça me dirige vers la création de mon association. Et je n'ai jamais été aussi heureux après tout ça, en fait. Ouais, c'est fort. C'est très, très fort. Et donc, cet impact que ton association et toi, par ricochet, tu as sur les gens, est-ce que c'est quelque chose qu'avec le recul, tu te dis peut-être qu'en carrière, j'aurais pu déjà faire ça, j'aurais pu déjà impacter les autres. Et là, je te pose la question vraiment en tant que petit frère, parce que moi, je suis en carrière. Et je me dis, est-ce que finalement, maintenant que tu as du recul, tu vois les choses, tu te dis, si je l'avais fait avant,
Exactement. En fait, c'est en allant vers la création de mon association que je découvre petit à petit le développement personnel. C'est de là. Où là, je commence à m'y intéresser. Je commence à lire des livres, mais d'abord, c'est pour moi. C'est pour mieux me comprendre. Parce qu'encore une fois, dans nos familles très pudiques, il y a des questions qu'on ne soulève pas foncièrement, dont nos parents ne nous en parlent pas parce que par manque de connaissances, mais parce qu'aussi ils ont une éducation, on leur a pas inculqué tout ça. C'est un peu tabou, machin. Exactement. Donc là, je commence à me redécouvrir. Et pourquoi me redécouvrir, à me reconnaître finalement? Parce que quand on est dans le milieu du football et qu'on est dans un centre de formation, comme j'ai tendance à dire, on nous apprend à faire un contrôle orienté, on nous apprend effectivement à jouer le hors-jeu, on nous apprend à pouvoir trouver la passe dans les intervalles et tout, mais on ne nous apprend pas à devenir un homme. On ne nous apprend pas à gérer, en tout cas à gérer nos émotions, à lâcher prise, à finalement comprendre l'acceptation, combien c'est important. Et moi, toutes ces questions-là, elles viennent après. Et en lisant des bouquins, en assistant à des conférences, en faisant moi-même des formations. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je suis passé à côté de quelque chose. Je suis passé à côté de tas de choses, de tas de clés, de tas d'outils, de tas de stratégies qu'il n'y avait pas. À mon époque, en tout cas, il n'y avait pas des gens, en tout cas, j'en avais pas pris conscience, peut-être, qu'il n'y avait pas de ces personnes si inspirantes et qui pouvaient nous donner justement des tas de choses pour pouvoir performer et sublimer dans ce domaine. Ouais. Et d'ailleurs, à chaque fois, tu pars d'un souhait personnel, d'un truc presque égoïste dans le bon sens du terme, et ça te ramène toujours aux autres. Toujours. Est-ce que peut-être d'avoir eu cette démarche un peu plus tôt, selon toi, aurait fait de toi un meilleur joueur? Je crois que j'ai envie de te dire oui, mais en même temps, en fait, pour moi, ce qui devait se passer, voilà, est arrivé, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait de moi la personne que je suis. Maintenant, je ne peux pas changer le passé. Et d'ailleurs, c'est une citation de Sénèque qui dit, à défaut de régler ce qui s'est passé, je me règle par rapport à ce qui pourrait se passer. Et pour moi, en fait, la question, c'est pas est-ce que j'aurais pu faire ça, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour les petits frères, pour les petites sœurs, pour pouvoir faire en sorte de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, je me suis lancé depuis quelques années dans le développement personnel, dans la préparation mentale, parce qu'aujourd'hui, je suis passé par là. Et je sais toutes les questions qu'un footeux en termes de compétition importante peut se poser, en termes de stress, où je ne suis pas titulaire, où je suis en galère avec le club, ils ne me respectent pas. Voilà. Aujourd'hui, je les ai vécus. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de pouvoir donner, en tout cas transmettre les outils permettant de gérer mieux les situations. On reviendra sur le parcours de développement personnel, mais j'aimerais bien que tu me présentes un peu l'association. Qu'est-ce qu'elle fait exactement et avec qui tu bosses, parce que je sais que vous avez fait un tournoi de futsal féminine, DG Cup, c'est ça? La GD Cup. GD Cup, pardon. Et j'ai vu une de tes interviews où tu disais, je cite, la lutte contre la résignation, ça t'en parlait, et ça je trouve ça très très fort, surtout moi en tant que footballeur, parce que je comprends tout de suite où est-ce que tu veux en venir, et le maintien du rêve au centre de nos vies. Donc, si ton association tourne autour de tout ça, j'ai envie d'en savoir plus. Alors, Give a Dream, encore une fois, il y a un rêve. Parce qu'en fait, ce qui est important, moi je me dis que c'est les rêves qui m'ont sauvé. Si je n'avais pas eu le rêve de devenir footballeur professionnel, je pense que peut-être sans mentir, j'aurais peut-être mal tourné, ou en tout cas, je n'aurais pas été aussi heureux que je le suis actuellement. Donc, les rêves nous permettent de pouvoir avoir des limites et de pouvoir nous encadrer. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai appelé mon association Give a Dream. On doit pouvoir, et de manière permanente et constante, donner du rêve à autrui et poursuivre ses rêves. Ensuite, effectivement, lutter contre la résignation, pour moi, c'est super important parce que quand on vient d'un quartier populaire, très souvent, on pense qu'on ne peut, on peut pas s'en sortir. En tout cas, les jeunes pensent de plus en plus qu'on vient d'un quartier, que nous sommes condamnés à l'échec, que voilà, on est de telle origine, que ça va être beaucoup plus compliqué pour nous. En soi, ils n'ont pas tort sur tout. On ne va pas non plus avoir un discours, voilà, ils n'ont pas tort pour tout, c'est très souvent compliqué pour nous. Mais à côté de ça, nous avons bon nombre d'exemples qui ont réussi. Et dans beaucoup de corps de métier.
pas forcément tout de suite le football pour viser, il y a Mbappé, il vient du 9-3. Non, il y a aussi des personnes dans le 9-3 qui sont devenues avocats ou avocates. Il y a des personnes, ils sont médecins, et des personnes aujourd'hui, ils travaillent pour des grandes entreprises et ils en sont très bien et gagnent très bien leur vie. Et à travers Give a Drink, donc j'ai créé tout simplement un documentaire qui s'appelle Yes I Am. Et ce documentaire, en fait, il vise tout simplement à mettre en avant ces nouveaux modèles identificatoires des quartiers populaires. En gros, très souvent, j'ai été amené à faire des interventions dans des collèges, dans des lycées, dans des quartiers. Et moi, je venais parler de mon parcours. Mais je me suis dit que ce n'était pas suffisant. En fait, qu'il me fallait un support. Et là, j'ai pensé au documentaire et je me suis dit, je vais réunir des personnes qui sont ici des quartiers populaires, de toutes les origines possibles et tout, et dans peu importe le corps de métier, et qui ont un message à passer. Donc, non seulement à la jeunesse, mais pas que, finalement, parce que ce message et ce documentaire, il est pour tout le monde. Et ce message, c'est de dire, peu importe d'où tu viens, peu importe l'origine, peu importe ta religion, en fait, il y a des personnes qui sont comme toi, qui proviennent des mêmes endroits que toi et qui ont réussi aujourd'hui à exceller, sublimer dans leur domaine. Donc le but du documentaire, c'était ça. Et le but de mon association, c'est aussi ça, parce qu'on a plusieurs... effectivement, on fait pas mal de choses. Je me suis positionné de manière large. Là, c'est un peu le côté dit social, avec la GD Cup, qui était aussi un tournoi de foot féminin que j'organise depuis 2015, qui a pour but de mettre en avant ou de défendre certaines causes. Donc voilà, on a travaillé beaucoup sur la violence près des femmes. On a travaillé aussi sur la discrimination. Et voilà, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Donc chaque année, ça varie. Et on essaie effectivement de mettre peut-être un peu plus de lumière et d'apporter notre soutien à certaines causes qui nous tiennent à cœur. Ok. C'est très très fort. Félicitations à toi. Merci. Et à ton équipe. Merci. J'imagine que tu es entouré. Exactement. Tu vis aujourd'hui de l'association ou du développement personnel? De pas mal de choses très illicites. Non, effectivement, je vis du développement personnel, comme tu l'as si bien cité. Je vis aussi effectivement de l'asso, par rapport à certaines subventions, et du développement personnel, j'allais dire aussi du coaching mental, parce que c'est deux choses distinctes. D'accord. C'est quoi la différence? Déjà, quand ça touche la préparation mentale, ça touche très souvent des sportifs, et pour le coup des sportifs de haut niveau ou des chefs d'entreprise. On est vraiment dans la préparation mentale. À la compétition. À la performance, à comment augmenter son chiffre d'affaires et tout. Et tout ce qui touche au développement personnel, c'est très souvent attrait à la confiance en soi, à l'estime, et notamment aussi aux blessures de l'enfance, parce qu'aujourd'hui, même coach, je ne sais pas si c'est vraiment le mot approprié, parce que c'est de la psychologie concrètement. Alors, j'en ai pas les diplômes, je peux pas me dire que je suis psychologue, mais d'accompagner une jeune femme qui s'est faite violer par un membre de sa famille, on n'est plus dans le développement personnel, là, on est clairement dans la psychologie. Alors, voilà, c'est deux choses distinctes, mais en même temps, il y a une corrélation, parce que le développement personnel amène forcément à la préparation mentale. Et donc, tu dis que tu n'as pas de diplôme pour te déclarer en tant que psychologue, mais tu as un parcours qui t'a amené des compétences. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours dans le développement personnel et le coaching? Alors, je me suis formé. Ouais. Alors, je me suis formé après de manière très autodidacte, dans la mesure où, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà un bagage. En vrai de vrai, ça faisait des années que j'étais dans le développement personnel, parce que j'ai toujours fait des citations qui ont toujours été partagées sur Internet, sur Twitter. Et j'étais déjà dans le développement personnel. Maintenant, il me fallait beaucoup plus d'outils, de stratégies à transmettre. Et c'est de cette manière-là que je me suis formé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le développement personnel, en soi, il n'y a pas de diplôme, des certifications. Donc, je me suis formé et un peu chez tout le monde. Je me formais un peu là-bas, auprès des meilleurs toujours. Et c'est exactement de la même manière que j'ai fait aussi avec la préparation mentale. Je me suis formé un peu là-bas. Beaucoup de lectures, parce que je suis devenu un passionné de lecture. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que j'aimais pas lire durant ma carrière. Là, je passe mon temps à lire. T'as des livres à nous recommander? Non. Aucun? En fait, j'ai des livres à vous recommander. Mais comme j'aime dire à ma communauté que j'aime que chacun aille chercher ses propres livres. Les livres qui m'ont le plus impacté sont des livres que j'ai trouvés seuls. Je pourrais te sortir des classiques, et c'est des classiques que je cite à tout le monde. L'homme qui voulait être heureux, les 4 accords Toltec, les 5 blessures de l'âme, c'est des classiques. Ok, d'accord, tu vas aller, ça fera sens ou pas pour toi. Mais moi, les livres qui m'ont transcendé, les livres qui me servent encore aujourd'hui,
sont des livres que personne m'a recommandé, que personne m'a conseillé. Je les ai trouvés seuls. Et j'ai envie, exactement. Et j'ai envie que les gens fassent cette démarche finalement d'aller eux-mêmes chercher leurs propres livres aussi. Parce que c'est bien, ce qui fait sens pour moi ne fera pas forcément sens pour toi. Ouais, c'est vrai. Pour en revenir à la partie foot, j'ai un de mes associés, de mes amis, qui a une question pour toi. Donc je te la montre. Salut les gars, Mamadou, Abdou, j'espère que vous allez bien. Alors Mamadou, je suis très heureux de pouvoir te poser une question parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc on sait aujourd'hui que la préparation et la santé mentale, ce sont des créneaux qui commencent à être vraiment importants dans le milieu du football et du sport en général. J'aimerais que tu nous parles un petit peu des symptômes que peuvent ressentir beaucoup de joueurs et dont on a encore du mal à en parler, comme la dépression, la peur de l'échec et tant d'autres. Et toi, en tant qu'ancien joueur avec une carrière bien fournie et aujourd'hui coach personnel, est-ce que tu penses que dans le milieu du football, on a les armes et les clés pour pouvoir faire face à tous ces maux? Donc voilà, merci à toi pour ton intervention et à très bientôt pour de prochains podcasts. Ciao, ciao. Merci. C'est une très belle question. Pour répondre de manière laconique à sa question, j'ai envie de te dire non. Malheureusement, on n'est pas assez armé au niveau du football. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis retrouvé en dépression. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on nous apprend à pouvoir à devenir des très bons footballeurs et on en forme très musclés avec des abdos. Le gars, il sait faire une tête, un contrôle orienté, une frappe tendue. Mais au niveau de la confiance, on n'y est pas foncièrement. Au niveau de l'estime, on n'y est pas foncièrement. Alors, l'entourage, les agents font leur boulot peut-être, mais eux-mêmes ne sont pas en soi formés pour ça. C'est ça. Et en tant que joueur, je l'ai vu, il y a des choses qu'on ne veut pas en parler à sa famille, il y a des choses qu'on n'ose peut-être même pas en parler à son agent. Et moi, et c'est aujourd'hui l'objectif, et d'ailleurs c'est ce que je suis en train de préparer, c'est de pouvoir faire le maximum justement d'intervention dans des clubs professionnels. Et ça a commencé. Et je passe d'ailleurs un salam à Aladine Yaya, qui a commencé à le faire avec le RC Lens, avec qui je travaille. Mais ça devrait être obligatoire. Combien de nos collègues qui étaient avec nous au centre de formation n'ont pas passé pro et aujourd'hui se sont retrouvés en dépression totalement, même parfois en prison. Il y en a énormément. Et on n'accompagne pas les joueurs pour ça. Les joueurs, on ne les accompagne pas. C'est qu'on te forme, tu es à Monaco, tout se passe bien, tu côtoies peut-être le vestiaire professionnel et cool. Mais si tu ne réussis pas, compliqué. Tu fais ta vie, hein. C'est pas le directeur du centre qui va t'appeler pour dire alors qu'est-ce que tu deviens, c'est cool, si t'as besoin de quelque chose, non, il n'y a plus personne. Non, donc et à un moment donné, on en fait quoi de ces joueurs-là? C'est des êtres humains et peut-être qu'ils n'ont pas réussi dans le football, mais ils réussiront ailleurs. Et d'ailleurs, c'est là où ton émission elle est top. C'est qu'il y a un itinéraire bis. C'est ça. Et pour moi, il n'y est pas assez. Et mon objectif avec les personnes avec qui je travaille, et surtout moi j'ai une légitimité en tant qu'ancien footballeur professionnel, ayant connu la dépression, ayant connu aussi, je ne vais pas dire l'échec parce que pour moi il n'y a pas d'échec, ayant connu des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est de mon devoir en fait. Aujourd'hui, je le vois comme ça. Aujourd'hui, c'est de mon devoir. Je suis le premier, et je le dis en toute humilité, mais je suis le premier footballeur professionnel aujourd'hui reconverti dans le développement personnel, dans la préparation mentale en tant que tel, en tout cas que de ce que je connais. Et tant mieux s'il y en a, et j'espère qu'il y en a. Et ce que je fais a pour but justement qu'on soit nombreux à accompagner nos anciens collègues. Ouvrir une porte. Bien sûr. Pour que tout le monde entre. Exactement. Et on en a besoin. Et encore une fois, ça devrait être obligatoire. Il faut se faire suivre. Ça ne veut pas dire que tu es malade, parce que très souvent, on a cette habitude-là. Oh, je vois quelqu'un, ouais, je suis un psy. Non. C'est-à-dire que justement, c'est quand tout va bien que tu dois avoir moi j'appelle ça des discussions et des échanges enrichissants. Et tu dois en avoir, c'est obligé. Tu ne peux pas à un moment donné te retrouver uniquement dans le vestiaire, parler de ci, parler de ça, et de ne pas parler de finalement peut-être ce qui te marque, ce qui te blesse. Clairement. Surtout que toi qui as connu les vestiaires, comme on est de passage, souvent, on ne prend pas le temps de se soucier de l'autre. Chacun pense à sa compétitivité. Chacun pense à est-ce qu'il va jouer le week-end? Est-ce qu'il va avoir un meilleur contrat? Et on est très, au final, individualiste dans un sport collectif. J'ai ma mère qui me disait, à l'époque, et ça m'a marqué, c'est un sport collectif, mais tu réussis tout seul. Wow, super fort. Et au final, on pense très peu à l'autre, malgré que c'est notre coéquipier. Et c'est vrai que le fait de pouvoir juste parler et d'avoir des discussions enrichissantes
personnellement, je pense que c'est primordial. T'as tout résumé. Franchement, tu as tout résumé. Je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ça, il faut le changer. Il faut le changer justement, alors peut-être pas en forme de coaching en tant que tel, mais tout simplement de discussion enrichissante. Que chacun puisse dire tout simplement ce qu'il ressent. Surtout vous actuellement, enfin, qu'on soit joueur du PSG ou ailleurs, mais surtout quand il y a une pression énorme, quand tu ne peux pas trop t'exprimer, quand tu dois faire attention à tout ce qu'il y a. Si tu n'as pas de personne autour de toi avec qui tu peux avoir des discussions posées et en même temps en extériorisant ce que tu ressens, parce que la colère est une émotion qui mérite d'être extériorisée, aussi bien la tristesse que la frustration, toutes les émotions méritent de pouvoir être exhortées. Et si on n'en parle pas, on garde ça pour nous, jusqu'au jour où on pète un plomb, on dit « Ah, mais comment ça il a pété ?» Ouais, mais t'as vu ce qu'il garde en nous depuis des années? Bien sûr, ça mijote en soi et on rumine. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup plus de dépression et de dépressifs que ce qu'on pense dans le foot. Énormément. On ne s'imagine pas, énormément. On s'imagine pas et je pense qu'on ne veut pas le voir. C'est ça aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes bien payé, vous jouez au foot, vous courez après un ballon. Mais les gens ne savent pas réellement ce que c'est, tu vois. Exactement. Ils savent pas. Justement, ils sont là sur les réseaux à nous mettre la pression, en fait. Tu vois. Mais à l'heure des réseaux sociaux, d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est encore plus important? Bien sûr que ça a augmenté la pression. Chose qui n'avait pas, en tout cas, avant, ce n'était pas aussi développé. Aujourd'hui, le sportif, en règle générale, on va préciser le footeux, une mauvaise prestation, tu te connectes sur Twitter, tu es la risée de toute la France et du monde entier. Donc il y a une pression énorme, mais en même temps, c'est les enjeux du sport et du foot plus précisément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, les gens s'en foutent, quoi. Il y a très peu d'empathie aujourd'hui. Je t'ai regardé jouer, t'as pas fait un bon match, je vais sur les réseaux sociaux et je t'insulte. Il n'y a rien à foutre, je t'insulte ta mère, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de... Les gens, ils y vont. Et ça, comment on le prépare, ça? Comment nous, on le vit? Parce que moi, dans les centres de formation, en passant par Caen et par Metz, et Dieu sait que c'est des très bons centres de formation, on ne m'a jamais dit comment gérer la critique. On ne m'a jamais expliqué. J'aurais aimé le savoir. Ça m'aurait peut-être permis de pouvoir mieux gérer, justement. On ne m'a jamais dit que si tu es blessé, accepte la blessure, ça fait partie du processus de carrière. Non, on ne me l'a jamais dit. Donc il a fallu que je fasse ce travail tout seul. Mais celui qui se retrouve là au plus haut niveau à 22, 23 ans et qui ne sait pas comment... Il y a forcément un impact et ça l'affecte. Ouais, forcément. Surtout vu l'âge des athlètes. Qui commencent la carrière entre 16 et 20 ans, disons. Exactement. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Franchement, je me suis fait une petite thérapie gratuite. Donc, ça fait plaisir. Ouais. Je suis très content de pouvoir partager ça avec toi. Et honnêtement, je pense vraiment que c'est primordial que les gens prennent conscience que ce sont des humains, que ce soit les spectateurs ou les acteurs, peu importe, mais que c'est des humains. Et aujourd'hui, je pense vraiment que il est temps de penser à soi. Parce que je sais que dans le foot, on a des codes et beaucoup de gens essaient de les respecter. Je ne sais pas si toi, à ton époque, c'était comme ça, mais il y a beaucoup de joueurs qui ne se connaissent pas. Exactement. Et quand tu me parlais tout à l'heure de l'argent et du bonheur, etc., ton épanouissement, il n'est pas forcément dans l'argent, il n'est pas forcément dans ce qui ressemble au footeux de base, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Et qui donc, pour chercher ce bonheur, se dirigent vers ce qu'ils pensent être le bonheur, sans pour autant le savoir. Est-ce que tu as eu ce genre de cas, toi, en coaching? Bien sûr. Comment tu arrives à faire prendre conscience à quelqu'un que soit toi? C'est un très bon point que tu soulèves, parce que finalement, c'est exactement ça. Mais encore une fois, on ne leur a pas appris. Aujourd'hui, moi je m'occupe même de certains joueurs qui font la Ligue des Champions, et je me rends compte, et sans vouloir être méchant envers eux, que parfois j'ai l'impression d'avoir des petits-enfants dans leur gestion par rapport à certaines situations, même parfois ne serait-ce qu'avec leur femme, la manière, très peu de remise en question, j'ai toujours raison, mais pourquoi tu as toujours raison? Parce que tu as plus d'argent? Pourquoi tu as toujours raison? Parce que tu es très connu? Tu vois? Donc, c'est parfois ce manque d'humilité. Et parfois, quand on est fouteux ou quand on a beaucoup d'argent autour de nous, en règle générale, les gens n'osent pas lui dire la vérité. Oh, si je lui dis la vérité, il va mal le prendre et après, il va me mettre de côté. Donc, les gens vont dans ton sens. Et finalement ces joueurs-là grandissent avec une mentalité d'enfant.
Donc tout ça, on doit apprendre à se connaître, finalement se redécouvrir. Mais qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi et pourquoi j'aurai toujours raison. Donc mettre de l'eau dans son vin, remettre certaines choses en question et de pouvoir toujours se dire que l'objectif est de devenir la meilleure mise à jour, ma meilleure mise à jour. Et ça passe forcément par de la remise en question, par de l'humilité et par accepter que je peux me tromper, que je peux finalement faire des erreurs, que je peux faire un mauvais match et que ça fait partie du process. Justement, c'est la question qui posait, et je me permets d'y répondre par rapport à la dépression, par rapport à l'échec. Il faut savoir déjà que, comme le disaient si bien les stoïciens, c'est que l'échec est fondamental à la réussite. Alors, par exemple, je te parle de stoïcien, tu me regardes comme ça, mais c'est parce que j'ai appris finalement la philosophie après ma carrière. Et qu'est-ce que ça fait du bien, la philosophie? Parce qu'en vérité, ils avaient déjà tout dit. Et pour revenir sur Lao Tse, qui disait que l'échec est fondamental à la réussite. Donc, quand tu sais que le processus d'échec va te permettre finalement de grandir, et tu en auras besoin aujourd'hui pour pouvoir te consolider, pour pouvoir te construire, pour pouvoir dire « Waouh, je suis arrivé là », tu dis « Ok, j'ai échoué et c'est ok ». Tu prends même plaisir. Tu prends plaisir. Moi, j'aime dire que je me suis trouvé grâce à l'échec. L'échec que j'avais en Italie a fait de moi une personne très heureuse. Si je n'avais pas eu cet échec-là, peut-être que je ne serais pas où je suis, mais tu vois. Donc, tout ça, ça s'apprend. Voilà, on a appris à conduire, on a fait 20 heures d'auto-école. Tu as appris à devenir un footballeur professionnel. Certes, tu avais du talent, mais tu es passé par des années de centre de formation à Monaco, à refaire un contrôle orienté, à faire une passe tendue, tu vois. Et pour aujourd'hui, jouer au PSG, c'est la même chose, humainement parlant. Il y a un travail à faire. On apprend à être heureux. On apprend à lâcher prise. On apprend à accepter. On apprend à échouer. Et de toute manière, comme le disait si bien quelqu'un que je connais très bien, qui m'a formé, qui disait que si vous n'apprenez pas à échouer, vous allez échouer d'apprendre. C'est fort. C'est très très fort. J'aurais préféré que tu la gardes pour la fin, là. Ça aurait été exceptionnel. Tu vas nous en trouver une autre. Okay. D'ailleurs, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Comment vois-tu le futur? Alors, plein de choses. J'ai plein de projets. Notamment, en ce moment-là, j'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est le projet de ma vie. Et je me permets le projet de ma vie, en tout cas, c'est un projet qui m'anime beaucoup. C'est que je suis ambassadeur d'un moteur de recherche. D'un moteur de recherche qui s'appelle Mayan. Okay. Avec Moussa Touré, qui est un grand ami à moi. Et en fait, la particularité de ce moteur de recherche, c'est qu'en fait, nous reversons 30% de nos bénéfices à l'Afrique. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu vas sur Mayan, tu fais une recherche, il y a 30% qui revient en Afrique. Et ça me tient beaucoup à cœur parce que voilà, je suis aussi dans le développement. En tout cas, je veux aider l'Afrique à se développer. Alors aussi bien et surtout avec mon association Give a Dream, parce que je suis aussi dans l'humanitaire et le but c'est de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème d'eau. Alors je sais qu'éradiquer l'eau en Afrique, ça serait compliqué, mais si on s'y met tous ensemble, je pense qu'il n'y aura pas de raison que ça ne se fasse pas. Et ce projet, il me tient à cœur parce que l'Afrique a besoin d'être développée. Et en fait, il y a des problèmes de malnutrition, il y a des problèmes d'eau, ne serait-ce que d'eau potable. Voilà, j'ai été au Mali encore au mois de mai dernier. Et voilà, je suis tombé sur des scènes qui m'ont profondément touché. Et je crois que mon rôle aussi dans ce monde, c'est aussi de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice aux personnes qui en ont besoin. Et effectivement, ça me rend heureux et ça rend les gens heureux. Donc finalement, c'est une bonne connexion. Donc toujours humanitaire, associatif. À fond. Mais cette fois en Afrique. Et voilà, exactement. Et bien évidemment, pouvoir accompagner le maximum de personnes, à continuer à faire des conférences. Et peut-être qu'un jour, j'aurai un arrière-gauche du Paris Saint-Germain que je pourrais accompagner dans plaisir. Avec grand plaisir. Je t'ai déjà recommandé quelqu'un et tu ne le sais pas. La personne t'a contacté et tu ne sais pas que c'est moi qui c'est déjà bien. Oui. En tout cas, c'était un grand plaisir. Super, c'est partagé. Tu ne m'as pas recommandé de livre. Non. Moi, je t'en offre un. Waouh! Le coup d'envoi de nos rêves, cool. Qu'on a écrit avec toute l'équipe de Bako. Waouh, franchement top. Donc on espère que ça te plaira et puis tu nous en diras des nouvelles. Merci, je vais le savourer, je vais le déguster. Et avec grand plaisir, on en fera un débriefing. Si j'aime pas, je te le dirai de toute façon. Bon, faut être honnête. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci pour ce que vous faites. C'est top et on en a besoin. Et j'espère qu'il y aura le maximum d'itinéraires bis, justement, pour pouvoir donner d'autres perspectives de réflexion à nos footeux. C'est vraiment le but. On espère que vous aurez apprécié la vidéo. Merci à Mamadou encore une fois.
Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et ne rien manquer des prochains podcasts. Ciao.